Synopsis, votre nouveau rendez-vous sur CCTV Rally. La République démocratique du Congo patine depuis des décennies. Les hommes et les femmes s'élèvent, trouvent des solutions. Les politiciens, les acteurs sociaux, ainsi que les simples citoyens, ce qu'ils proposent, mais pas tout. Comment les propositions faites sont-elles réalisables, chiffrées à l'appui? Synopsis est donc là pour vous, pour ceux qui proposent des solutions, mais ceux qui maîtrisent leur sujet. Synopsis, c'est chaque vendredi à 20h. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine, l'analyse du discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant la 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies va constituer l'ossature de cette émission avec Norbert Yamba, qui est un habitué de cette émission. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et président de la nouvelle vision panafricaine. Bonsoir, M. Norbert Yamba. Bonsoir Kabila. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous d'une manière spécifique les discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 77e session de l'Assemblée générale du l'ONU? Je voudrais profiter de cette opportunité pour présenter de vive voix mes sincères félicitations au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le courage, la détermination de pouvoir prononcer un discours, on s'y attendait le moins, devant une Assemblée générale des Nations Unies, où se retrouvent la plupart des impérialistes, mais également des courtiers ou des sous-traitants de la sous-région qui travaillent au service des puissances d'argent. Ces discours arrivent au moment opportun parce que ça a permis naturellement de décoloniser la psychologie des Congolais qui croyaient véritablement que le président de la République était en complicité avec les agresseurs et que là, il est sorti du lot, là, il n'a pas porté véritablement les gants pour désigner et doiter celui qui est censé véritablement accompagner ces mouvements terroristes et que le pays, je crois, il est soutenu de l'extérieur par des hommes et des femmes, j'allais dire les puissances d'argent, qui sont intéressés à nos richesses. Donc ce discours dédouane le président de la République et l'UDPS, qu'on critique à longueur de journée, ils ont fait 37 ans, et voilà, ils sont en complicité avec l'Occident, ils sont en complicité avec les Rwandais, compagnie, etc. Et donc, c'est très clair. Le président de la République a démontré également la responsabilité du système de l'ONU. Parce que l'ONU est dans un processus de contradiction flagrante. Les experts des Nations Unies ont rédigé un rapport assez intéressant, lequel les rapports portent les accusations directes en direction du Rwanda comme étant l'accompagnateur, n'est-ce pas, de ce mouvement rebelle, de ce mouvement terroriste. Et voilà, le secrétaire général, qui, au lieu de s'inspirer du rapport qui lui était adressé, dont il garde la primaire, pense qu'il faut véritablement mystifier la puissance, n'est-ce pas, de M23, comme qui dirait qu'en fait la MONUSCO n'est pas en mesure véritablement de démanteler ces mouvements terroristes. Et nous renvoie à pouvoir échanger, à pouvoir discuter, à pouvoir pas trouver un compromis. Mais justement, quelle suite réservée à ces discours articulés du président de la République devant l'Assemblée générale de l'ONU? Vous savez que ce discours a le mérite de mettre à nu la situation de cette guerre malheureuse, malveillante. Au moins dans ce discours-là, on a connu les vrais acteurs qui sont impliqués naturellement dans
cette guerre, lesquels les acteurs partagent l'approche de convergence d'intérêts. On connaît qu'il y a les multinationales à travers le monde, accompagnées par leur pays. On connaît les exécutants de la sous-région qui jouent le rôle des sous-traitants. On connaît finalement qu'il y a des Congolais à l'interne qui jouent le rôle des relais volontaires. Je salue le président de l'Assemblée nationale qui reconnaissait une fois qu'il y a même des députés qui étaient dans les groupes armés et qui leur demandaient naturellement de quitter les groupes armés. Ouais, ouais. Et le président de la République a stigmatisé ce fait et est arrivé à la conclusion selon laquelle, si en réalité les choses tardent à se régler, c'est qu'il y a une certaine complotation à l'échelle internationale, sous-régionale et interne. Il faut donc que les gens comprennent que la société est en train d'évoluer, le paysage politique national et international est en train d'évoluer, la géopolitique elle-même, elle change à longueur de journée, et donc ne poussez pas les Congolais à la triste obligation de tourner l'affaire en pleine connaissance de cause. C'est ça le mérite, naturellement, de ces discours. Et chacun a compris, tant qu'il est sincère par lui-même. Mais comment comprendre l'immobilisme de la communauté internationale face à la question souverainiste de la République démocratique du Congo, d'autant plus que nous le savons pertinemment bien que sa mission originelle est celle d'assurer la paix, la sécurité à travers le monde. Mais malheureusement, face à la situation de la RDC, on sent comme si la communauté internationale veut jouer les jeux de l'ennemi. Vous savez, Kabila, et c'est ça justement le drame de notre pays, parce que l'élite ne va pas au-delà de certaines apparences. Est-ce qu'il y a une communauté internationale? Oui, c'est une dénomination anonyme. Ce sont des pays qui protègent leurs intérêts, et ça a commencé avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont mis en place un certain nombre d'organisations, certainement qu'on va me parler de la Société des Nations dans les années 30, qui est ici, bien entendu, de tout ce qu'on a observé après la Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, l'ONU, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, où on regarde que 5 pays détiennent le veto et peuvent décider n'importe quand, n'importe comment sur le monde dans son ensemble. Et donc, ce sont ces intérêts-là, de ces puissances d'argent, qui visiblement sont prises en considération dans les décisions qui sont prises dans n'importe quel pays où se trouvent leurs intérêts. Va-t-on encore discuter de cette question? Moi, j'ai dit, pourquoi discuter quand le secrétaire général des Nations Unies peut pouvoir argumenter le fait qu'un pays tiers-mondiste, de surcroît africain, avec 26 348 000 km², sans richesse, puisse véritablement avoir une armée organisée avec des matériels sophistiqués au-delà de la MONUSCO, mais c'est gravissime. Donc, en même temps, il abdique l'incapacité de la MONUSCO à mener en bien sa mission de sécuriser l'Est de la République démocratique. Mais c'est vous qui ne comprenez pas, parce que c'est depuis plusieurs années, nous parlons de ces questions pour vous dire que le monde est dans une situation de compétition d'intérêts et que les puissances d'argent veulent continuer à conduire le monde et à robotiser les acteurs pour faire triompher leur idéal civilisationnel, qui du reste est un faux. Alors, les Nations Unies, c'est donc l'instrument de pénétration et de domination des pays moins nantis, surtout les pays africains. Le Congo, son malheur, c'est d'avoir autant de richesses, surtout à l'ère de la transition énergétique. 65% de ces minéraux stratégiques se trouvent dans notre pays. Et maintenant, quand il y a la révolution digitalisée, la révolution numérique, on a besoin du coltan, on a besoin de cobalt, on a besoin de lithium. Le Congo regorge naturellement ces minéraux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut déstabiliser de manière permanente et récurrente le Congo et faire en sorte d'avoir des petits soldats recrutés dans ces pays voisins
et les équiper et continuer à faire la guerre. Parce qu'en réalité, il existe une littérature abondante qui démontre que la guerre aujourd'hui, elle est plus rentable que les investissements d'autres industries, etc. Or, la guerre, quand on prend l'exemple des États-Unis, 244 ans d'indépendance et 241 ans de guerre, presque permanente. Et donc, on dit même que la puissance américaine est le résultat, naturellement, de cette récurrence de la guerre dans plusieurs pays à travers le monde. Vous connaissez bien comment on extrait le coltan dans le Nord Kivu. Vous connaissez bien de quelle manière ils le font, avec des stratégies parfois malveillantes, etc. Donc, Kabea, si nous, on ne s'organise pas, et je suis très malheureux de constater que, bon, ces discours-là, la classe politique, ça dépend. Si on est de l'opposition, la tendance générale, c'est de déstabiliser les institutions pour que, autant que j'y m'y mette. Or, le problème aujourd'hui, c'est la survie ou la survivance de la République démocratique du Congo. Comment allons-nous garder notre intégrité? Comment allons-nous garder notre unité? C'est ça le problème. Or, tous ceux qui se présentent comme vautours et qui ont besoin véritablement de nos ressources potentielles veulent à tout moment déstabiliser le Congo. Mais au lieu qu'ensemble, nous puissions construire un pacte républicain qui nous permette tous, de gauche à droite, que nous puissions d'abord défendre la survivance de notre pays. Voilà, tout le monde a tendance à dire, bon, replions-nous, allons vers ce qui robotise la République, parce que bon, on va finalement déstabiliser ceux qui sont là, notamment le régime de l'IDPS, et nous allons les remplacer pour ne rien faire. Parce que juste à preuve du contraire, qui peut véritablement faire un autre diagnostic pour dire que le conflit dans l'Est de notre pays n'est pas le résultat d'une convergence d'intérêts. Qui peut donner une autre formule de diagnostic? Ah non! Ah bon, si ce conflit est complexe et complexifié, il faut chercher des solutions aussi complexes. Or, beaucoup de nos compatriotes sont dans une approche simplifiante. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, au problème complexe, ils cherchent des solutions simples. Et ce n'est pas normal. Ah non, ils ne veulent pas lutter. Et là, j'écoute même des hommes et des femmes qui sont censés être suffisamment instruits. Mais c'est normal. Excusez, Kabea. Oui. Quand on dit non, mais pourquoi nous avons la guerre? Eh bien, est-ce que nous n'avons pas de militaires pour le faire? Mais qui a refusé la guerre? Pourquoi il y a un État, comment on dit, un État de siège? Ce sont des militaires. On continue à faire la guerre. Mais nous disons, faut-il aujourd'hui dire que bon, terminons davantage les petits moyens que nous avons pour affecter dans le développement de la République, envoyons nos jeunes gens parfois avec ce qui se cache derrière cette rébellion qui est fondamentalement terroriste. Non, ce n'est pas une rébellion, c'est un mouvement terroriste. Et donc, nous disons qu'à l'analyse coût-bénéfice et risque des conclusions qui émergent par rapport à ces rapports, faisons d'abord la diplomatie, au même moment la guerre, et si la diplomatie peut nous donner la possibilité de faire retirer ces agresseurs de Bunagana, écoute, on aura épargné non seulement les vies humaines, on aura épargné également des moyens. Mais si, dans l'hypothèse où cette piste ne nous donne pas de résultats, eh bien, nous serons toujours dans la stricte obligation de continuer la guerre. Et tout le temps que nous avons pris, c'est justement pour observer et monter des stratégies correspondantes. À ce moment-là, on verra par la suite. Mais comprenez que ce n'est pas seulement le Rwanda. Et d'ailleurs, le Rwanda n'est qu'un profiteur. Ceux qui sont derrière sont des puissants d'argent qui veulent à tout prix prendre pas nos richesses, surtout le coltan. Vous savez, c'est 80% des réserves mondiales. Et or, le coltan, aujourd'hui, il n'y a pas de téléphone sans coltan. Mais justement, M. Norbert Yamba, faut-il le reconnaître aujourd'hui que la République démocratique du Congo est au centre de l'enjeu international? Faut-il également admettre que dans les intérêts
des nations, les Occidentaux ou la communauté internationale a beaucoup plus d'intérêt à préserver au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Parce que vous l'avez bien souligné, qu'il y a des éléments qui paraissent déterminer nos malheurs. C'est l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol, bien évidemment. Donc, on peut tout dire. Mobutu a fait un travail extraordinaire de cimenter l'unité nationale. Que l'on soit au Kivu, au Katanga, malgré les velléités, Congo central, je ne sais pas, province orientale aujourd'hui divisée en 4. Mais à son époque, on a assisté aussi à une floraison des guerres. La guerre des Moba 1, 80 jours. Il y en a plusieurs. Les exemples de cette guerre-là sont légion. Non, la guerre des Moba, on connaît les velléités. Ce sont des ex-gendarmes katangais. Certainement qui avaient toujours des hommes derrière pour profiter au maximum des richesses du Katanga. Mais c'était combien de fois? Il y a la première guerre, il y a la deuxième guerre, la guerre de 6 jours, la guerre de 80 jours. Vous voyez? Donc, il n'y a pas eu beaucoup de guerres. Et puis, finalement, ces guerres ont été terminées par notre victoire. Donc, sincèrement, mais malgré ces guerres-là, lorsqu'il s'agissait d'aider les FARDC à l'époque, les forces armées congolaises zaïroises, eh bien, c'est toutes les provinces qui étaient mobilisées, y compris les villages. On faisait des cotisations, qui apportent la chicoine, qui apporte, je ne sais pas, les maïs, compagnie, etc., pour envoyer au front. Mais aujourd'hui, le puissance d'argent s'organise pour recruter des relais dans chaque province. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays, oui. Certes, il y a des relais volontaires qui sont véritablement des Congolais autochtones, etc. Croyez-moi, les études se font et continuent à se faire pour recruter dans d'autres provinces stratégiques des hommes, des relais qui finalement peuvent aussi clamer la distinction. En fait, la conclusion, c'est arriver à la balkanisation, au saucissonnement de notre pays, comme on l'a fait le saucissonnement de l'Afrique. Est-ce qu'ils vont tenir en gain de cause? Voilà, ça dépend de nous. Quel est notre discours et quel est le discours de l'opposition aujourd'hui? Regardez la classe politique, regardez comment des injures, sans respect, sans aucune qualité d'éducation, etc., adressées au régime, au gouvernement de la République et surtout au président de la République, pour des choses qui ont fait pratiquement près de 22 ans, une guerre qui a perduré plus de 2 décennies. Et puis finalement, les gens disent, mais écoute, c'est donc le régime, tu sais qui dit, qui arrive et qui endosse véritablement la responsabilité. C'est manquer d'intelligence que d'aller dans ce genre de conclusions. Il faut que les gens soient déconstruits des émotions toxiques. Il faut quitter ce qu'on peut appeler l'écosystème politique intrinsèque pour savoir les raisons résonantes de cette guerre et savoir quelle position prendre pour que cette guerre se termine, pour que l'unité du Congo, parce que c'est de là que constituent les défis. Sinon, on va nous saucissonner et chacun va se retrouver roi Télin chez lui. Et beaucoup de gens sont contents, ils sont impliqués dans ça, en attendant que demain, ils vont jouer le rôle des rois Télin. C'est ça le drame. Mais croyez-moi, le président de la République, notre peuple est en train véritablement de sortir également de la résignation, de la naïveté, pour comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants. Et je crois que nos militaires aussi sont en train de comprendre, même si à l'intérieur même des militaires, il y a eu des infiltrations en série. Et cela pose problème d'engagement et de détermination pour arracher la victoire, dans la classe politique également. Mais écoutez, tant que les choses durent, on est en train de comprendre à fond qui sont avec nous, qui ne sont pas avec nous. Mais entre-temps, il y a aussi des patriotes congolais qui sont dans l'armée, qui sont dans la classe politique, qui pensent que les choses doivent fonctionner autrement. Mais c'est normal. Et voilà, nous au moins, on est rassurés que peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, les choses vont changer. Et puis, il ne faut pas non plus exagérer. Boudanganda, c'est une petite ville.
Mais qui doit être nécessairement récupéré. Bien entendu, mais il faut avoir une stratégie militaire pour le faire. Parce qu'en réalité, il y a une forte densité de la population dans Bunagana. Et puis ces terroristes-là se confondent dans la population. Il faut un peu plus d'intelligence militaire. Voilà justement que c'est dans cette optique qu'il faut comprendre aussi que le monde de la guerre est devenu un monde dangereux. Parce que si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que des conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sous la surface des États issus de la colonisation soient étouffés, mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Parce qu'on nous parle aujourd'hui d'une guerre asymétrique, non conventionnelle, une guerre qui a eu des ramifications jusqu'au même au niveau de la population. Vous ne voyez pas que quelque part, la force, le FARDC, seront incapables de vaincre facilement cette guerre plutôt. Il faudra du temps pour que la notion de la victoire soit réellement une réalité. Lorsqu'on parle d'une guerre asymétrique, lorsqu'on parle d'une guerre non conventionnelle, c'est qu'il existe une littérature abondante autour de ces différentes catégories. Laquelle? Et la littérature, le Congo n'est pas resté en marge, naturellement, des principes qui existent à travers le monde. Et je crois que nous avons aussi nos spécialistes. Sinon, ils allaient déjà progresser, prendre tout le Congo. Si on résiste, c'est qu'il y a des gens qui savent mettre des stratégies pour contrecarrer véritablement cette machine malveillante orchestrée par nos voisins et de relais à l'intérieur de notre pays. Quand cela ne tienne, on aura toujours la victoire. La Deuxième Guerre mondiale a duré combien? C'est 5 ans, KBA. Il y a des guerres qui ont perduré. Les Américains étaient en Afghanistan pendant combien de temps? Ils ont fait combien de temps pour attraper Ben Laden? Il ne faut pas donner l'impression, pour des problèmes complexes et complexifiés, que bon, en un jour, on puisse terminer, parce que j'entends les gens dire, mais ça traîne, et compagnie, etc. Même en République centrafricaine, on a assisté à des choses invraisemblables. Au Sahel, après la mort, par exemple, du colonel Kadhafi, etc., qu'est-ce qu'on n'a pas observé? Les djihadistes dans le Proche-Orient, eh bien, ça perdure. Mais ce sont des gens qui ont de l'intelligence militaire. Ils auraient pu véritablement élaguer, même si, à des moments, c'est eux qui prennent l'initiative pour créer ce genre de forces parallèles et compagnie, etc. Ça, c'est connu. Mais les Africains sont aussi en train de réfléchir comment s'en sortir. Regardez les Boko Haram au Nigeria, un pays qui aujourd'hui, dans un processus de prospérité économique, il ne faut pas donner libre cours à cette prospérité, il faut déstabiliser, il faut accompagner, etc. Ça, c'est l'intelligence, ça, c'est le laboratoire international qui qui tire de ces conclusions et actionne ces conclusions sur le terrain. Donc, KBA, aujourd'hui, sincèrement, certainement que bon, il ne faut pas continuer à accepter que le M23 continue à occuper le Bunagana. Et on est en train de se battre par rapport à ça sur des axes militaires et politiques, diplomatiques. Mais je crois que toutes les dispositions sont prises, sinon Goma aurait pu être déjà prise, la ville de Goma. Donc, moi je crois que nous devons aider. Il est anormal. J'ai discuté avec un opposant qui disait que tout ce que nous disons sont des constats. Mais alors, maintenant, il se fait prévaloir des qualités d'intellectuel avec une présomption scientifique, mais il fait des constats, il ne propose pas des solutions correspondantes. C'est pitoyable. Alors si l'élite intellectuelle, qui aurait pu véritablement jouer le rôle de laboratoire de production des idées pour permettre et alimenter et nourrir les dirigeants politiques à prendre des décisions stratégiques, n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de proposer des solutions et s'arrêter essentiellement au constat. Moutantis mutandis, naturellement, dans les différents cercles de l'opposition compagnie. Ça, c'est un problème.
je vous dis, Kabea, si on ne s'organise pas aujourd'hui, si on ne parle pas le même langage, si on ne peut pas se mobiliser tous comme un seul homme pour que les envahisseurs, les agresseurs, je ne parle pas du Rwanda en fait, c'est qui sont derrière le Rwanda. L'Occident en fait. L'Occident et l'Orient, parce que comprenez, oui. Il y a l'Occident, mais il y a aussi l'Orient. L'Orient est devenu plus puissant à cause de l'exploitation de nos pays. Ils font le même jeu. Hier, la Chine n'avait pas de base militaire. Aujourd'hui, la Chine en a, à Djibouti, en Afrique, etc. Elle cohabite avec les États-Unis, la France, la Turquie, mais c'est compagnie, normal. voilà. Mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il faut en fait un rapport de force pour permettre, ne serait-ce qu'à l'Occident, d'intervenir afin de mettre fin à la présence de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Et que ces rapports de force passera inéluctablement par le resserrement interne, donc une dynamique interne. Mais au moment où il y a la division au sein de la classe politique congolaise, d'autres soutiennent la guerre, d'autres ne veulent pas attendre de la guerre, d'autres, comme vous l'avez également évoqué, ils ont opté pour une politique, d'autres là, de là que je m'y mette, ainsi de suite. Pensez-vous que cette dynamique réussira sincèrement? L'Occident n'est pas providentiel. L'Occident a cru qu'il a une civilisation universelle. Il a un idéal civilisationnel. Oui. Il faut propager partout à travers le monde, par imposition. Au moment où c'est qu'il y a une loi que l'on appelle la loi des deux vérités contraires. Ce que vous pensez, ce n'est pas nécessairement mais nous pouvons cohabiter. Et ça peut cohabiter. Oui. Mais alors vous dites, non, mais écoute, mais il faut recourir à l'Occident pour terminer la guerre. Attention, nous étions une fois, n'était pas au début des années 90, oui. Avec l'homme qui s'occupait de la question des droits de l'homme, Garrington, vous vous rappelez? Oui. Et on était en réunion avec l'abbé José Mpoundou à l'époque. En tout cas, l'abbé nous disait, mais nous, on était en train de supplier Garrington pour qu'on s'occupe de notre pays, parce que cette guerre de là, dans l'est de notre pays, ça date. Et l'abbé José nous disait, écoutez, disait directement à Garrington et à nous, Congolais, qui étaient en face véritablement de ces commissaires des droits de l'homme, pour dire, mais quel est l'illogisme? Au même moment que nous disons que c'est eux qui organisent des groupes armés, qui nous attaquent, c'est au même moment que nous recourons à eux pour qu'ils trouvent solution pour nous. Mais c'est anormal, c'est illogique. Une aberration. Et donc, aujourd'hui, certes, nous devons négocier avec eux. Certes, nous pouvons leur proposer des offres pour dire, voilà, au lieu de la guerre, voilà, vous pouvez gagner telle chose. Nous aussi, on peut gagner. Et ensemble, nous pouvons véritablement gagner. Ça s'appelle la loi de la transformation de l'ennemi en partenaire. Ah bon, c'est-à-dire ça veut dire, en fait, quelqu'un que vous connaissez qu'il est véritablement votre ennemi. Oui. Il fait tout, il croit que, bon, vous êtes naïf, vous êtes résigné. Mais vous connaissez que c'est lui à la base. Mais il faut aller vers lui pour les transformer en partenaire, savoir quelles sont ses motivations, qu'est-ce qu'il faut faire pour que véritablement cela trouve solution. Et ça, c'est la politique. C'est pas du gouvernement Sama Lukonde, sous le leadership du président Tshisekedi, etc. Où on s'est dit, ben, bon, aujourd'hui, nous ne pouvons pas mener la guerre contre toutes les multinationales, qui sont d'ailleurs des entités parfois plus puissantes que des pays, beaucoup de pays à travers le monde. Et donc, nous nous disons, allons, discutons. Qu'est-ce qu'elles peuvent obtenir, par exemple, du Rwanda ou de l'Ouganda, que nous ne pouvons pas leur offrir. Mais justement, à propos des discussions, en marge de ces sommets, il y a eu une tripartite entre le président Emmanuel Macron de la France, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le président du Rwanda. Au cours de leur rencontre, ils ont évoqué plusieurs questions, notamment sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ce qui m'étonne, c'est du fait que M. Norbert Yamba, partout où surgit un conflit, chez nous, il y a toujours cette présence étrangère, intéressée, vigilante, impitoyable, pour mettre à contribution nos vies et nos faiblesses. Et quant à nos faiblesses également, vous ne voyez pas que ça constitue un moyen facile ou naturel de maintenir le colonialisme ancien
ou de faciliter l'avènement du nouveau? Tous les panafricanistes ont cru sincèrement au leadership de Paul Kagame. Certainement que c'est un petit pays de 26 000 km², ça c'est évident, c'est pratiquement les territoires de Lomela au Sankourou. Mais au moins, lui, il a démontré qu'on peut se battre et avancer, même s'il y a eu trop de publicité, ça c'est évident. On parle du miracle économique. Les miracles économiques dont 50% viennent naturellement de ces schémas de ponctionnement des richesses du Congo, compagnie, etc. Ça, là, ce n'est pas le débat. Mais le président Tshisekedi a une vision qui a été construite pendant plus de 37 ans. Et cette vision d'aller dans la direction de la création, n'est-ce pas, d'un État africain. Et le président Tshisekedi n'a jamais cessé de le répéter, que l'État fédéral d'Afrique que nous voulons doit passer par les régions. Et vous avez les 5 régions, il y a le centre, il y a l'Est, l'Ouest, il y a le Sud, et il y a, j'ai parlé du centre. Alors maintenant, il faut renforcer les différentes régions. La perspective, c'est en 2063, on peut évaluer dans cet agenda 2063, pour que si en 2100, nous pouvons avoir véritablement un État fédéral d'Afrique. Et maintenant, il faut réduire les tensions entre les pays qui sont dans ces mêmes écosystèmes politiques, etc., même espace géographique, raison pour laquelle il a embrassé Paul Kagame, il a effectué plusieurs voyages au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, etc. Il a même prolongé. Il est entré même dans les différentes plateformes à travers... Pas de suite favorable. Attention. Il y a des évolutions positives. Il faut souvent... Et c'est là justement que les problèmes se posent au niveau de la finesse intellectuelle pour comprendre que les actions qui sont posées ne sont toujours pas un fiasco. Ça permet de faire déplacer l'échelle. C'est très important. Mais écoutez, quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Mais il faut tenter quelque chose. Mais on ne dit pas... Oui. Quand on tente et qu'on n'a pas un résultat, on cherche à réajuster naturellement. Mais on ne le dit pas, mais c'est Norbert Mbamba dans le sens de négliger ou de boycotter les efforts entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais lui-même l'a bien si souligné au cours de ses assises qu'il a eu à chercher des moyens pour que Paul Kagame puisse ne serait-ce que revenir à la raison, afin de mettre fin à cette guerre d'agression. Mais malheureusement, toutes les démarches entreprises n'ont pas abouti. Non, il avait foi que les Africains peuvent se parler. Il faut arrêter que les jeunes Africains meurent sur les champs de bataille pour rien, à cause des intérêts des autres. Et il a embrassé son frère, parce que la tendance générale, ouais, mais pourquoi il l'appelle frère? Mais il faut l'appeler, c'est un Africain. Oui. Et en tant que tel, comment allons-nous continuer à nous battre par l'injonction de certaines personnes invisibles, mais qui en réalité robotisent les uns les autres, et chacun trouve son compte au travers véritablement ce travail de commission. Vous voyez? Et alors maintenant, si on estime que ça n'a pas marché, il faut réajuster. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter avec les contacts. On peut tout changer, mais on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. Nous serons toujours avec les Rwandais comme voisins. Et nous avons intérêt véritablement à chercher des stratégies qui nous permettent de consolider naturellement ce voisinage. Mais M. Norbert, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez placer un mot, parce que comme on peut le dire, au problème africain, des solutions africaines. Vous l'avez si bien souligné, il y a eu de voies et moyens pour chercher la solution, mais bientôt il y aura l'arrivée d'un contingent de l'EAC qui viendra pour intervenir, mais une certaine opinion critique cette intervention du fait que parmi les gens qui nous font la guerre, ils sont dedans dans une telle intervention. Mais aussi, est-ce qu'il faut la présence aussi de la communauté internationale pour
donner des solutions à la guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo? Il ne faut pas donner l'impression que lorsqu'on parle de communauté internationale, que le Congo n'est pas dedans. Le Congo est dedans. Nous avons pris des engagements, nous avons des devoirs et nous avons des droits. Et donc, aller dans la dynamique de la communauté internationale, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Bien au contraire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... C'est battu en brèche, c'est critiqué de part et d'autre. Non, n'ayez pas des solutions mathématiques. Ça sont des critiques trop mécaniques et trop radicales même. Il faut tenter. Et c'est ça la force, naturellement, d'une intelligence politique. Mais est-ce qu'il faut encourager, naturellement, les différentes forces de la région ou de la sous-région? Mon ami Kabea, nous sommes des panafricanistes. Nous voulons cimenter l'unité africaine. Nous voulons expérimenter, naturellement, cette cohésion, cette convivialité, cette synergie gagnante. Il faut expérimenter tout ça et on comprendra les forces, les faiblesses et on dégagera des conclusions qui vont nous permettre d'affûter d'autres armes qui permettent à l'Afrique de s'autonomiser, d'affirmer véritablement son leadership. Si on ne tente pas toutes ces expériences, on n'arrivera nulle part. Donc, expérimentons pour que nous ayons une expérience cumulée et cette expérience cumulée va nous déterminer naturellement notre action. Donc moi, je ne trouve pas d'inconvénient qu'il y ait d'autres forces qui viennent. Mais ma seule crainte, c'est qu'il faudrait que ce ne soient pas des forces qui sont téléguidées, qui sont robotisées, qui sont instrumentalisées de l'extérieur, manipulées à souhait. Parce que si ces forces sont manipulées, comme réside aujourd'hui le paradigme occidental, donc la ratabilité externe, qui est opérationnelle, et alors là, on peut y entendre. Mais écoutez, c'est aussi l'occasion de prendre conscience davantage pour dire ce paradigme occidental ou hérocentrique, c'est un paradigme qui nous a beaucoup anéantis. Comment chercher à avoir notre paradigme afrocentrique qui nous permette véritablement d'aller dans la direction où nous prenons une autre tangente et on quitte véritablement la route qui nous a été tracée. Ça, on en a besoin. Mais il faut tenter de ces expériences-là. Alors, le grand problème, c'est que... Et nous avons des intellectuels de récitation, des intellectuels de répétition, qu'on appelle généralement des perroquets grimaciers. Ou les relations internationales, des relations internationales qui ont été fomentées par l'Occident. Et on reproduit ces théories-là, comme pour dire que voilà. Or, on ne réfléchit pas pour prendre le contre-courant, de manière à présenter de nouvelles idées, de nouvelles innovations, pour sortir véritablement de cet emprisonnement ou de ces ghettos. Vous voyez, et ça, on en a besoin, et toutes ces réflexions Kabea sont utiles, encore que les journalistes quittent, les caniveaux, les intellectuels, les hommes politiques, les opérateurs économiques, la société civile, etc., pour que nous allions dans l'innovation. On quitte l'accessoire, on fonctionne plus dans un système de pourriture, dans un écosystème de politique de pourriture intrinsèque. Donc pour Norbert Yamba, la démocratie occidentale est corrompue, l'intervention de la communauté internationale pourrie, ils ont fait leur temps et démontré leurs limites. Maintenant, il faut basculer le pays vers le bloc africain. On ne bascule pas, mais on réfléchit sur des stratégies pour construire notre identité, pour asseoir notre spiritualité authentique et pour mettre en route notre paradigme afrocentrique. Ça, c'est un processus, et c'est ça justement le mot. Oui. C'est un processus. Mais alors, il faudrait que ce processus soit partagé par tout le monde, ou implique tous les compartiments de notre pays et de notre Afrique. Et alors maintenant, à la démocratie, c'est un système politique importé de l'Occident. Un système qui a échoué, démodé, fatigué, épuisé, complètement dépassé. Et il faut quitter ce système, il faut monter. Mais alors là, on a besoin des politologues, des juristes, des économistes, des anthropologues, sociologues et compagnie, qui réfléchissent, pas pour reproduire ce que l'Occident véritablement nous a présenté comme piste de solution, mais pour interroger les héritages traditionnels et dire comment les ancêtres ont fonctionné et qu'est-ce que nous pouvons profiter de ça pour monter un paradigme qui correspondrait véritablement à notre identité et à notre culture.
Voilà ce que nous avons et ça constitue un défi. Il me semble que ce n'est pas encore les discussions de fond au sein de la société. Il faut aller dans cette direction. Il faut sensibiliser les gens. Oui. Je crois qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Synopsis, votre nouveau rendez-vous sur CCTV Rallye. La République démocratique du Congo patine depuis des décennies. Les hommes et les femmes s'élèvent, trouvent des solutions. Les politiciens, les acteurs sociaux, ainsi que les simples citoyens, ce qu'ils proposent, mais pas tout. Comment les propositions faites sont-elles réalisables, chiffrées à l'appui? Synopsis est donc là pour vous, pour ceux qui proposent des solutions, mais ceux qui maîtrisent leur sujet. Synopsis, c'est chaque vendredi à 21h30 sur CCTV Rallye. Le rendez-vous est donc pris. À très bientôt.